Bon, forcément, on est un peu en retard, hein, mais voilà, c'était prévu. Mais nous, on va bien condenser les propos. Non, vous avez raison, on ne va pas condenser les propos, on va prendre le temps de bien tout expliquer parce que c'est un sujet passionnant. Et alors, par chance, j'avais un tout petit peu peur que forcément, sur toute une journée d'échanges comme ça, qu'on ait quelques redites. Et alors, je crois que sur le sujet qui nous anime, tout de suite, on va parler de la construction, la transmission d'une culture partagée, du point de vue... C'est un peu les regards, c'est ce que me disait Béatrice Mariol. Si on devait définir un petit peu le sujet, on va un petit peu parler du regard depuis l'intérieur, du regard de l'extérieur vers le bassin minier, vers ce patrimoine architectural notamment. Et finalement, je crois que ça va rentrer assez bien en complémentarité avec tout ce qu'on a pu dire jusque-là. Alors bonjour à tous, presque bonsoir maintenant, ça y est. Je suis David Habitin, je suis journaliste d'architecture et dans l'heure qui va suivre, je vais pouvoir interroger ces différentes personnes sur, je le disais, la construction, la transmission d'une culture partagée autour du patrimoine mondial, avec en exergue deux enjeux qui à la fois travaillent ensemble, mais qui s'opposent également. On va voir de quelle manière et aussi pour quel acteur. On va voir que ça n'a peut-être pas exactement la même valeur pour chacun d'entre vous. En tout cas, on parlera de la valeur universelle et de la valeur locale. On va voir comment elles travaillent ensemble ces deux enjeux-là. Les 5 personnalités qui en discutent avec nous dans l'heure qui suit, je vous les présente d'un mot et puis on pourra leur laisser la parole un petit peu plus longuement juste ensuite. En tout cas, vous êtes chacun intéressé par ces deux échelles du local et de l'universel. À commencer par vous, Hilaire Milton, vous êtes le directeur régional des affaires culturelles des Hauts-de-France. Je ne sais pas si je dois le préciser ici, mais rappelons tout de même la DRAC, c'est l'émanation régionale du ministère de la Culture, dont on va voir qu'elle a joué un rôle aussi sur... c'est un rôle très important dans l'inscription de ce bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va en dire un mot dans un instant avant d'aller plus largement sur ce que la DRAC a encore à apporter sur ce sujet-là. Marie Lavandier également est avec nous, directrice du Louvre-Lens, un musée qui s'adresse au monde, c'est le Louvre, mais un musée qui a un ancrage territorial très fort, le Louvre-Lens. C'est pas anodin de le dire, on va peut-être en dire d'ailleurs un mot dans un tout petit instant. Des architectes-chercheurs sont également avec nous, Lucas Mont-Saint-Jean, Béatrice Mariol. Lucas Mont-Saint-Jean, vous travaillez actuellement une thèse sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais comme un patrimoine évolutif et vivant. Et alors, souvent dans les thèses, on regarde qu'est-ce qui amène chacun à travailler sur un sujet, à y consacrer autant de temps. Je me suis renseigné, je vous ai posé la question tout à l'heure. C'est pas du tout une histoire personnelle ou de famille. Vous venez de Marseille, donc on n'est pas tout près du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Mais il se trouve que vous êtes associé à Philippe Prost au sein de l'atelier d'architecture Philippe Prost, avec qui vous avez travaillé du coup sur le mémorial Notre-Dame de Lorette qu'on a évoqué tout à l'heure, mais surtout la Cité des électriciens qu'on a bien vu par la présentation de Philippe Prost. Et il se trouve qu'à la suite de ça, vous avez d'ailleurs collaboré, enfin vous collaborez, peut-être c'est un travail au temps long d'ailleurs, on va en dire un mot, mais voilà, avec la mission Bassin Minier, vous avez travaillé à rédiger ce guide sur la valeur universelle exceptionnelle. C'est un guide à destination des habitants, des propriétaires, des gestionnaires de lieux qui prennent place dans ce périmètre UNESCO, et vous allez pouvoir nous expliquer comment vous avez pu travailler là-dessus, mais aussi quel outil c'est aujourd'hui pour nourrir un petit peu ce regard, comme je le disais en introduction, comment on regarde son propre patrimoine. Et puis Béatrice Mariol, de l'autre côté de cette table ronde, vous dirigez la chaire Acclimater les territoires post-miniers à l'école d'architecture et de paysage de Lille, et vous vous intéressez aux outils à imaginer pour faire évoluer le territoire tout en préservant son identité. Et tout ça, ça se passe au sein d'une école d'architecture. Et là encore, c'est pas anodin de le dire, parce que le bassin minier, vous allez nous raconter comment, il devient un
territoire d'expérimentation, mais aussi d'apprentissage. Donc c'est une chaire qui finalement traverse d'autres apprentissages dans l'école. Vous allez nous raconter ça. Et pour terminer le tour des présentations, Marie Patou, juste là, vous êtes chargée de mission patrimoine éducation au sein de la mission bassin minier, puisque j'ai pris quelques guides, il y a un petit peu de documentation à l'entrée, il y a notamment ça. C'est incroyable ce travail que vous avez fait là-dessus. Alors vous allez nous citer tout à l'heure quelques-unes des actions que vous menez dans ce cadre-là, mais je ne sais pas si vous parlerez de celle-ci, mais eh ben, tant mieux que vous n'en parliez pas, comme ça je vous invite tous autant que vous êtes à récupérer ça. Il y a quelques exemplaires à la sortie et c'est un super travail de vulgarisation, de médiation autour de ce que c'est qu'une inscription au patrimoine mondial, ici en particulier dans le bassin minier. Voilà, vous nous présentez ça tout à l'heure. Avant cela, puisqu'on a quand même la chance d'avoir deux acteurs majeurs de cette dynamique culturelle et sociale qui se joue désormais dans le bassin minier avec la Direction régionale des affaires culturelles et le Louvre-Lens, peut-être un rapide mot de l'un et de l'autre, Hilaire Multon, pour bien situer aussi votre présence dans cette journée d'études. L'inscription des bassins miniers du Nord-Pas-de-Calais au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un travail de longue haleine. On a eu l'occasion de bien en parler, je pense, depuis tout à l'heure. En tout cas, la DRAC a été partie prenante de tout ça dès l'origine. Si vous pouvez nous expliquer voilà, de quelques mots le rôle de l'État à travers la DRAC dans le cadre de cette inscription. Merci. Je vais essayer de faire court. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je représente le ministère de la Culture, effectivement, et la DRAC est placée, vous le savez, depuis 2010, sous l'autorité du préfet de région. J'ai été évidemment interrogé par les questions qui ont été soulevées. D'abord, ça a été rappelé, c'est une initiative qui est venue du bas, de la société civile, des collectivités territoriales, et l'État a été dans son rôle d'accompagnateur. Je vous l'avais dit, il y a 3 éléments. L'État, évidemment, a un rôle normatif, à travers les codes, l'application, la mise en évidence pour le ministère de la Culture du Code du patrimoine, du Code de l'urbanisme. On a cité les architectes des bâtiments de France. Je voudrais signaler le fait que beaucoup des équipes de la DRAC Hauts-de-France sont présentes aujourd'hui, ce qui signifie l'engagement qui est le nôtre à la demande de notre préfet de région sur les territoires prioritaires. Dès maintenant. La région Hauts-de-France se caractérise par des pactes prioritaires qui ont été signés au plus haut niveau de l'État et le bassin minier est partie prenante. Et vous l'avez rappelé, le long processus qui a été rappelé au début de la journée par Jean-François Caron a été accompagné par l'ensemble de mes prédécesseurs, des équipes du ministère de la Culture, de la Direction des patrimoines, devenue Direction générale des patrimoines en 2010. Et c'est d'abord un travail, je le rappelais, de codification par rapport aux règles et aux exigences du label UNESCO. C'est un travail d'expertise, d'appui technique et d'ingénierie et de conseil. Et depuis les réflexions menées au cours de l'année 2006, dans la perspective du contrat de plan État-région, on a abouti effectivement à l'inscription au patrimoine mondial en 2012. Et nous continuons aujourd'hui ce travail en lien avec la mission bassin minier. L'État, avec la région Hauts-de-France, est l'un des principaux financeurs, mais j'y associe évidemment toutes les collectivités territoriales qui participent au bon fonctionnement. Et donc la mission bassin minier est pour nous, en lien avec les équipes de la DRAC, en charge des patrimoines, bien entendu, mais aussi en charge des publics. J'y reviendrai, je pense, dans la suite, parce qu'on s'adresse à un patrimoine vivant, habité, évolutif, cela a été rappelé, avec des exigences sociales. Et quand je me lève tous les matins, j'ai souvent cette réflexion, on n'est pas DRAC Hauts-de-France comme on est DRAC ailleurs, quand il y a un 1/6 de la population qui est sous le seuil de pauvreté. On n'est pas DRAC Hauts-de-France, on ne pratique pas une politique patrimoniale, et effectivement il y a des outils, l'instance de classement, la protection, on a utilisé, depuis que j'ai pris la direction, avec le soutien de la ministre de la Culture, pour d'autres éléments du patrimoine industriel de la région. Mais avant, il faut cette transaction. Et au-delà des normes, la question de l'État aujourd'hui, c'est un État qui garantit les normes, qui est un garant. L'État est le garant du label UNESCO, mais c'est aussi un État qui est en dialogue, en construction. Michel Lalande, le préfet de région, parlait de république contractuelle. Cette contractualisation, elle nous engage, toutes et tous, autour de la table. Et à travers la mission, la création de projets partenariaux, la création d'un catalogue des différentes cités minières avec leurs caractéristiques, d'un partage avec les bailleurs sociaux. Nous avions signé une charte patrimoniale précisant évidemment ces différents niveaux d'engagement et la nature des biens cités et
de l'ensemble des biens, des 343 biens en série qui constituent le patrimoine mondial du bassin minier, il y a là une logique de concertation partenariale qui nourrit cette spécificité. Puis je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Il y a un enjeu de vision d'avenir également, de transition, et c'est évidemment des questions de gouvernance qui peuvent se poser. Donc vous voyez, la DRAC intervient à différents niveaux, en soutien également aux équipements du bassin minier, et en soutien également aux populations, à travers l'éducation artistique. Je pense que nous en parlerons, parce que sensibiliser au patrimoine, c'est dès le plus jeune âge. C'est l'éducation artistique tout au long de la vie, et on a la chance dans les Hauts-de-France, et notamment dans la partie nord, d'avoir un taux de couverture en termes d'éducation artistique exceptionnel, de 100%. Eh ben, voilà quelques-unes des ficelles qu'on va pouvoir tirer dans l'heure qui suit, et notamment puisque vous évoquiez aussi un contexte social propre aux Hauts-de-France, qui est peut-être à justifier d'ailleurs en quelques points ce qu'est, enfin la singularité, on va dire, du Louvre-Lens. Marie Lavandier, d'un mot, là encore, enfin vous allez nous présenter tout à l'heure plus en détail le Louvre-Lens et sa place dans le territoire. On en a d'ailleurs dit quelques mots depuis ce matin. Évidemment, on a cité comme d'un moteur, comme d'un levier. Vous allez nous raconter très concrètement comment ça se met en place. Mais voilà, juste peut-être en teaser de votre intervention de tout à l'heure, cette articulation entre la valeur universelle et la valeur locale, je crois que, enfin, le titre de cette table ronde me va très bien et doit vous aller très bien. Je pense que c'est au cœur du projet du musée. Oui, bien sûr, vous l'avez dit, c'est le Louvre-Lens. Donc c'est évidemment un lieu, un musée, un projet culturel, une architecture aussi qui sont fondamentalement d'articulation et de dialogue. Bien sûr, entre cette collection du monde méditerranéen d'une part, et puis ce bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Articulation aussi, je trouve, au quotidien très physique, puisqu'il y a beaucoup d'architectes dans la salle, entre ce sous-sol, enfin je pense qu'on en a parlé ce matin, le Louvre-Lens est inscrit sur un carreau de mine et presque 1 kilomètre sous nos pieds, on travaillait il y a quelques décennies encore. Et puis ces ciels dans lesquels s'inscrivent les terrijumeaux de Los Angeles à 140 mètres d'altitude, cette altimétrie justement de tout le territoire changé, enfin voilà, cette inscription dans un sol particulier qui fait aussi du Louvre-Lens et de son architecture signée par Sana un point d'articulation du dessus, du dessous, du bas, du haut, du etc. Il n'est pas clair d'ailleurs finalement de savoir où est le haut, où est le bas dans cette histoire qui est peut-être née d'en haut, c'est-à-dire justement des habitants vers nous, modestes acteurs culturels à leur service. Merci pour voilà, ce petit teaser. Ça nous donne un petit peu le sommaire, tout ça, de notre discussion. On va pouvoir la mener dans un instant, juste après un petit film qui nous a été proposé par la mission Bassin Minier, qui voilà, présente quelques actions. On va pouvoir accentuer cette présentation juste ensuite avec Marie Patou. En tout cas, quelques-unes des actions de la mission Bassin Minier. On regarde le film. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, patrimoine mondial? Non? Eh bien, on va commencer à zéro. En fait, le territoire sur lequel vous habitez, depuis 2012, il est inscrit au patrimoine mondial. D'accord? La photo, vous voyez les terris, et la photo, vous voyez les pyramides en Égypte, c'est la même chose. Ça veut dire que notre histoire, elle compte. Pas plus, pas moins, exactement pareil. On a la même valeur. Il y a ma maison là. Tu vois, dans la grande rue. Après, tu vas là-bas. Alors, vite, vite. Allez les gars, c'est parti. Pas de voiture les gars. C'est pas. Ils veulent pas partir. On a fait une sélection de jeunes
pour certains qui un peu en décrochage et aussi sur le dépassement de soi, des jeunes qui n'ont pas forcément confiance en eux et qui maintenant, peut-être grâce à ça, grandiront. On n'est pas si loin de chez nous quelque part, mais on a l'impression d'être loin. On a l'impression d'être à des centaines de kilomètres alors qu'on est tout proche de la maison. Et c'est aussi pour leur montrer que voilà, faut pas forcément partir très loin pour être bien et puis découvrir aussi de bonnes choses. Ça reste subjectif, un peu dans le j'aime pas, mais quand on va faire la mise en page, on peut choisir, il y a le dessin en entier, mais il y a des choses qui peuvent vous plaire, ça peut être une couleur, une matière. On s'embête pas avec les questions techniques, là on prend plaisir à regarder les dessins et à choisir ce qu'on aime. Il y a un nid au sommet du chevalement, et ce nid là c'est la vie qui va continuer, c'est bien, c'est beau je trouve. Résiste. Ça veut dire, te laisse pas faire, proclame qui tu es, assume qui tu es, sois fier de ce que tu es. Bon, je dois te laisser, j'ai un rendez-vous et un repas à préparer. Salut. Mais c'est vachement bien. Mais c'est vachement bien, sérieux. Bon. Ouais, mais moi je me sens pas à l'aise avec cette voix. Non mais on va s'entraîner. Ce soir-là, le chevalement comprend qu'il ne fait pas partie des choses qui s'admirent. Ce soir-là, le chevalement ne sait plus bien de quoi il fait partie au juste. il reste plus grand chose à faire. Dans un instant, Marie Patou, vous nous présentez plus largement cette mission bassin minier et les actions qui sont menées. Mais peut-être juste un mot en réaction à ce qu'on vient de voir. Il y a cette phrase, ça doit être un enseignant qui raconte notre histoire, elle compte. Peut-être, j'aimerais bien interroger peut-être les architectes, chercheurs. Vous êtes l'un et l'autre au contact d'habitants qui habitent dans ce patrimoine architectural qu'on a pu bien présenter depuis ce matin. En tout cas, est-ce que dans les discussions que vous avez avec eux, est-ce que dans les actions que vous menez avec eux, il est aussi question de les amener à le regarder ce patrimoine-là, à se rendre compte de la valeur de ce patrimoine-là, peut-être Béatrice Mariol ou Lucas Mont-Saint-Jean? Alors, ça marche, oui. Je pense que c'est un très grand défi, un grand défi sur lequel... justement, notamment Marie Patou, la mission bassin minier travaille beaucoup, c'est que les habitants soient fiers de leur patrimoine. Et je pense que c'est... Alors, je parlerai peut-être de la chaire après, ou j'en parle maintenant, enfin, je ne sais pas, non, ouais, après. C'est un des mobiles, en fait, de cette chaire, c'est aussi de former des architectes à être sur le terrain, au contact avec les habitants et apprendre ce que c'est finalement que de rénover un patrimoine, certes avec une grande étiquette patrimoine mondial, mais en réalité ordinaire et habité par une population en grande précarité au pluriel, parce qu'il n'y a pas que la précarité énergétique.
Lucas Mont-Saint-Jean, est-ce qu'il y a deux acceptions, on peut le mettre dans les deux sens, un petit peu ce que vous venez de dire, à savoir est-ce que c'est on rénove ce patrimoine parce que ça participe à une histoire majeure et qu'on se doit de s'approprier en tant qu'habitant du territoire, ou alors on a une histoire très, très importante et donc du coup ça va nous donner envie de rénover, de faire attention à ce patrimoine-là. Les deux acceptions marchent dans les deux sens, vous les utilisez toutes les deux ? Oui, tout à fait. Moi, je voulais revenir juste sur la question du changement de regard. Effectivement, ça a été discuté tout à l'heure. Il est évident que l'exemple du bassin minier, c'est avant tout un exemple de changement de regard sur ce patrimoine. Hein. Ça a été présenté longuement ce matin, donc je ne vais pas revenir. Mais c'est un changement de regard pour toute une série d'acteurs. Et en fait, ce processus de patrimonialisation qui est complexe, hein, qui est long, qui est lié à l'extension du champ patrimonial, à l'inclusion de ce bâti vivant et habité, il force à changer de paradigme pour passer d'un paradigme conservatoire à un paradigme vraiment de qualité et de cohérence. Et ce processus de patrimonialisation, c'est un processus collectif. Et le collectif au sens très large, on en a une bonne représentation peut-être ici autour de cette table ronde et de cette salle, mais il y a tous les gestionnaires du bien, il y a les acteurs classiques, on va dire, de la préservation et de la protection, il y a évidemment les habitants, les maîtres d'œuvre au sens large, c'est-à-dire les architectes, mais aussi un processus d'acculturation envers les bureaux d'études, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure. Je donne mon exemple aussi de praticien, hein, mais aussi d'entreprise. Par exemple, on n'en a pas parlé. Vous avez vu quelques images du chantier de la Cité électricien. C'est aussi un chantier, c'est un moment un peu lourd, un peu complexe. On pourrait très bien faire venir ici des entreprises MH qui restaurent Notre-Dame de Paris, etc. Mais c'est pas jouable et c'est pas ce qui a été fait à cet électricien. Donc il y a aussi tout un travail de changement de regard, y compris avec des entreprises, des petites entreprises du coin qui sont souvent des habitants eux-mêmes, pour qui ça n'a pas de valeur, à qui on explique qu'on va faire une réhabilitation soignée, on va prendre le temps Donc oui, le changement de regard, c'est une grande partie du travail pour l'ensemble de cette chaîne des acteurs, pour le collectif. Et après, j'arrête avec mes teasers, mais vous aussi, vous allez nous raconter tout à l'heure, effectivement, comment vous travaillez à inciter ce changement de regard, notamment auprès des professionnels que vous citiez à l'instant. Un autre public, bien sûr, ce sont les habitants en eux-mêmes et non pas en tant que propriétaires des logements. Là, plus largement, on va parler des gens qui habitent et qui vivent sur ce territoire. Marie Patou, c'est une de vos missions en tant que chargée de mission à cette mission bassin minier. Vous allez nous présenter trois actions de médiation autour de ce patrimoine-là. Ça fonctionne ? Oui, super, merci. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi dans ce lieu aussi prestigieux qui a pour cœur de métier de transmission la question du patrimoine. Je vais pas trop, parce que je sais que j'ai 5 minutes, je vais pas trop m'étaler sur la description des actions qu'on mène depuis 20 ans, et d'ailleurs je salue Colette Dréan, la conseillère patrimoine de la DRAC, qui nous suit depuis 2002. L'aventure a commencé il y a 20 ans, puisque le bassin minier a été inscrit sur la liste indicative française en 2002. Et que finalement la sensibilisation au patrimoine mondial et au patrimoine minier, elle commence avant même d'être inscrit, elle commence 10 ans avant d'être inscrit. Alors effectivement, une fois qu'on est inscrit, ça facilite les choses, mais il y a eu un gros travail préparatoire aussi en amont pendant 10 ans. Le film que vous avez vu est un petit résumé d'un film de 30 minutes. Je vous encourage très fortement à aller voir, où vous comprendrez mieux évidemment les processus à l'œuvre quand on travaille, quel que soit le dispositif, avec des adolescents mais aussi avec des adultes. Disponible sur le site de la mission Bassin Minier. Patrimoine mondial, onglet médiation, ou sur notre chaîne YouTube. Je crois que Virginie va être contente. Je vais surtout, comme je n'ai que 5 minutes, vous me livrer de manière caricaturale et sans nuance, hein, je me précise bien, les difficultés auxquelles on est confronté quand on va dans une maison de quartier, quand on va dans une cité minière, pour travailler, j'aime pas ce mot, hein, mais pour sensibiliser et pour favoriser cette appropriation de l'inscription. Alors, est-ce que c'est... Voilà. L'essentiel de mon métier et de mes collègues, quand on arrive comme ça sur le terrain, c'est de réinterroger les représentations. Il a été question ce matin, on a parlé d'imaginaire, et en fait ça a sous-tendu toute la journée. Et de lever aussi des appréhensions, et je parle d'appréhension parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi souvent une espèce de malaise quand on parle de patrimoine,
parce qu'il y a certaines représentations, certains imaginaires spontanés, finalement, presque des réflexes, quand on évoque toutes ces notions que nous, on défend. C'est très loin d'être partagé par l'habitant. Alors, je ne vais pas rentrer dans qu'est-ce que l'habitant. On parle beaucoup des habitants depuis ce matin, mais ils sont qui? Je ferme la parenthèse. Avant même d'être minier ou mondial, l'appréhension et les réflexes arrivent dès qu'on parle de patrimoine. Alors, vous avez un des dessins que vous trouvez dans le petit livret qui figure. Là, il vient d'en être question pour beaucoup de gens, y compris pour les habitants, parce qu'ils l'entendent. Le patrimoine, c'est un boulet, et vous travaillez pour l'UNESCO. On m'a dit qu'à cause de l'UNESCO, je ne pouvais pas mettre de balançoire dans mon jardin. Donc, je vais pas m'étaler plus que ça, mais il y a quand même cette petite musique du son, et c'est partout en France. C'est pas que chez nous, et que effectivement, le patrimoine, ça empêche d'aller vers la modernité. Tout le monde le sait. Il n'empêche que c'est quelque chose qu'on entend quand on est dans les quartiers, dans les cités minières. J'ai été surprise aussi il y a 10 ans, et ça revient très souvent, que ce soit de la bouche d'adolescents ou d'adultes. Le patrimoine, c'est pas pour eux, parce que dans le texte, c'est un truc de riche ou c'est un truc de bourgeois. Et c'est une représentation, évidemment, qu'on doit déconstruire, ou qu'on doit au moins leur donner d'autres points de vue. Mais j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire pour eux. Quand on est dans une cité minière, on n'est pas en centre-ville. Le centre-ville, je sais pas, je peux parler de Béthune ou de Valenciennes, c'est du patrimoine historique, c'est rénové. Et du coup, c'est pas pour eux. Voilà, c'est pas pour eux. Et donc, tout mon métier aussi, c'est de dire, mais non, évidemment, c'est bien sûr pour vous. Et puis, en France notamment, on est sur une représentation encore du patrimoine qui ne porte qu'une vision idéale de l'histoire de l'homme. Très valorisante, on le patrimonialise, je caricature, que ce qui est glorifiable, et que pour beaucoup, l'histoire minière est une histoire douloureuse, difficile, et que souvent des adolescents ne comprennent pas pourquoi on est patrimoine mondial, puisqu'il y a eu des morts. Et que la Convention du patrimoine mondial, pour nous, est un outil extraordinaire d'expliquer que oui, le patrimoine mondial, c'est l'histoire de l'humanité, c'est pas l'histoire du beau, parce qu'en plus, à l'échelle du monde, le beau est tout relatif, mais que sur cette liste figure aussi Auschwitz et Hiroshima, et que ça mérite d'être transmis pour de multiples raisons. Et que c'est un outil extraordinaire, cette liste du patrimoine mondial, quand on la connaît bien, pour évoquer d'autres choses. Quand on resserre la question du patrimoine, nous sommes sur du patrimoine industriel. Les représentations ont beaucoup évolué depuis 20 ans. Il n'empêche que très vite arrive la question des valeurs esthétiques de ce patrimoine. Et que non seulement c'est pour les riches ou les bourgeois, mais en plus c'est moche. Donc évidemment c'est tout ça qu'on re-questionne et qu'on réinterroge, et en plus c'est un patrimoine très récent, et pour beaucoup est patrimoine ce qui est très ancien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre patrimoine il n'a pas encore cette distanciation historique et temporelle qui lui ferait gagner ses galons de patrimoine, alors que pour nous évidemment c'est du patrimoine maintenant, mais c'est quand même des choses qu'on doit réinterroger et revoir dès qu'on est avec eux, comme ça en discutant, tout simplement, que ce soit les habitants, que ce soit les encadrants, les animateurs ou les techniciens. Une des questions qui a été soulevée aussi tout à l'heure, on est sur un patrimoine du quotidien, donc que les terris, les chevalements soient du patrimoine, très bien. Que là où j'habite soit du patrimoine, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que finalement la patrimonialisation des cités minières elle est extrêmement récente. On n'est pas dans le cas d'un centre historique patrimonialisé depuis des années, où les gens veulent absolument y habiter. On vient de dire depuis 10 ans ou 10-15 ans qu'au fait, là où vous habitez, c'est du patrimoine historique. Et la démarche n'est pas la même. Et finalement, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Il va falloir beaucoup de temps pour le rendre acceptable. On fait face aussi à des conceptions du territoire et son histoire. C'est un secret pour personne. On a aussi certains défenseurs du patrimoine qui ont une vision extrêmement conservatrice, nostalgique, passéiste, l'âge d'or de la mine d'il y a 60 ans. Et pour qui faire tout ce qu'on fait depuis ce matin, la reconversion des sites, c'est presque un sacrilège. Que faire évoluer les sites, ça va pas, parce que justement c'est pas respectueux de la mémoire minière. Donc c'est aussi tout ça qu'il faut prendre en compte quand on arrive et auquel il faut s'adapter. Les a priori, les poncifs sur le patrimoine mondial, qui est souvent réduit malheureusement à sa dimension touristique. On fait du patrimoine mondial pour faire venir les touristes. Traduction, c'est pas pour moi, je ne me sens pas concernée puisque c'est pour les touristes.
Là aussi, il faut déconstruire. Et puis, voilà, il y a beaucoup de fantasmes aussi sur l'inscription du bassin minier. Je m'arrête là, parce que sinon, je vais vraiment dépasser les 5 minutes. Du coup, une fois qu'on a pris en considération, alors des fois, il faut faire le grand écart, il y a des fossés immenses, mais il faut y arriver. En fait, l'inscription au patrimoine mondial, pour nous, c'est un agent révélateur que le patrimoine minier, que le bassin minier, c'est tellement plus que tout ça. C'est de montrer tous les fils et toutes les richesses possibles, tout ce qu'on peut faire à partir de cette inscription et du bassin minier. Je reprends une formulation d'un ancien Premier ministre. Alors, pas le dernier, celui encore d'avant, lors de son discours, lors du 10e anniversaire de l'inscription de la ville d'Albi. C'est Édouard Philippe qui démontre dans son discours que le patrimoine, c'est tout sauf du formol, c'est bien l'art du vivant. Une fois qu'on en a fait la démonstration par l'exemple, par les éléments de discours, on est nous aussi des agents révélateurs, parfois un peu provocateurs aussi, mais une fois qu'on a fait cette démonstration, là ça ouvre tous les chakras, tous les possibles en termes d'action, ça libère la créativité, l'inventivité. Du coup, il y a plein d'envies et ça donne un certain nombre de projets. Donc, vous en avez quelques-uns. J'ai assis sur l'ambassadeur du patrimoine qui est avec les centres sociaux de Valenciennes. On y est depuis 2017 et c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir travailler dessus depuis 5 ans. C'est très rarement le cas de travailler sur le long terme parce qu'on est bien évidemment sur des révolutions qui vont prendre plusieurs générations. J'ai un petit clin d'œil au Louvre-Lens avec un petit jeu de piste où on a croisé patrimoine universel et musée universel, où on a mis en miroir des œuvres de la Galerie du Temps qui viennent de partout dans le monde, ou à presque, avec des sites du patrimoine mondial. Alors on voit les babouins, là, qui étaient forcément associés aux pyramides d'Égypte. Le musée et son parc étaient associés au bassin minier. Et voilà, par le jeu aussi, qui n'est pas forcément que des jeux pour enfants, c'est aussi pour adultes. Il y a des adultes qui sont venus faire ce jeu. Alors c'est des actions qui sont tenues entre 2 confinements, dans des conditions parfois très compliquées. Et on recommence à la rentrée pour accompagner l'exposition Champollion. Et c'est un jeu qui va être à partir du Louvre, mais aussi à l'échelle des grands sites du bassin minier. Venez, il y a une question de malédiction qu'il va falloir lever. Et enfin, le C'est mon patrimoine, qui est un dispositif auquel qu'on utilise beaucoup. C'est une cité ERBM dont il a été beaucoup question. C'est la première fois qu'il y avait une action comme ça de médiation patrimoniale au sein d'une cité ERBM. J'ai beaucoup de mal à en parler, à en tirer des conclusions, parce que c'est un projet qui a subi tous les confinements, avec centres aérés, centres socioculturels, où il fallait prendre des bus et c'était pas possible. Donc voilà. Mais en tout cas, vous avez quand même quelques extraits, notamment de leur visite à la Cité des électriciens, où ils ont fait l'activité sur le patrimoine mondial quand c'était encore possible, et ça les a beaucoup marqués. Je finis juste très rapidement sur l'éducation nationale, puisque la médiation passe aussi par les écoles, alors que ce soit primaire, collège, lycée, où là ça repose sur des enseignants motivés, évidemment, et avec lesquels on travaille très très bien. Je finis juste sur le fait que dans le cadre de la réforme du bac, dans la spécialité histoire géo, géopolitique et sciences politiques, le thème numéro 4 porte sur le patrimoine mondial, donc c'est l'occasion aussi et sous l'angle géopolitique, il en était un peu question ce matin, mais c'est aussi une question, un des jalons de cette spécialité, c'est le bassin minier, la patrimonialisation entre héritage culturel et reconversion. C'est une chance historique de poser la question du bassin minier, de ce qui se passe dans le cadre de l'action publique en France, tout ce qui concerne le patrimoine. Alors, je vous donne juste une anecdote pour vous dire à quel point le chemin est long, c'est que tous les manuels scolaires ont réduit cette question qui est extraordinaire à Germinal, qui nous écrase, qui est aussi bien sûr connu partout dans le monde, mais qui nous écrase aussi. Je vous apprends que la Cité des électriciens a été sauvée par Bienvenue chez les Ch'tis, et l'inscription au patrimoine mondial est accompagnée des paroles des corons de Pierre Bachelet. Je ne juge pas, je ne parle pas de jugement de valeur. Le problème, c'est qu'on nous réduit toujours à ça, alors que la question du patrimoine et de la reconversion du bassin minier, on voit bien toute la richesse de ce que ça apporte. Voilà, je m'arrête là. J'ai mis un quart d'heure. Mais c'est parfait, très bien. On est dans les temps, on a le droit de dépasser un tout petit peu, je crois, mais ça... On verra. En tout cas, merci beaucoup Marie Patou, et ça me fait dire en fait, et quand je vois notamment ces planches-là, et d'ailleurs aussi un petit peu le film qu'on a vu tout à l'heure, tout ce travail de, encore une fois, patrimonialisation, de comprendre le rôle, comprendre la valeur patrimoniale de tous ces ensembles-là. Bien sûr que c'est fait à destination, alors là en l'occurrence des enfants, mais de quelle manière, et ce sera une question de transition pour amener au propos de Béatrice Mariol, de quelle manière ça ne s'adresse pas aussi
aux encadrants, ici les enseignants peut-être qui accueillent les ateliers, ou alors, Béatrice Mariol, aux étudiants de l'école d'architecture, puisque votre chaire que vous allez nous présenter tout de suite, on va peut-être, il n'y a qu'un seul visuel, donc on peut mettre le diapo suivant. Une image. Voilà. et voilà, de quelle manière est-ce qu'on le fait d'installer cette chaire à l'école d'architecture et de paysage de Lille, ça va permettre un travail effectivement sur les habitants, sur le territoire, mais aussi à destination des étudiants, j'imagine, peut-être des enseignants. Est-ce que ça leur sert aussi? Oui, alors, bon, déjà, merci beaucoup pour cette magnifique journée qui est absolument passionnante. Effectivement, après avoir enseigné une vingtaine d'années en région parisienne, notamment 15 ans à Paris-Belleville, où avec Philippe Prost, on s'est croisés, quand je suis arrivée à Lille, j'avais vraiment envie de découvrir ce que pouvait être le rôle d'une école d'architecture régionale. Et la première chose que j'ai dite au directeur François Andrieux, c'est je voudrais vraiment m'ancrer dans un territoire pour à la fois mener de la recherche et de la pédagogie. Et il m'a dit Bassin-Minier, Nord-Pas-de-Calais. Moi, je ne connaissais pas trop. Je suis allée voir. Et en fait, j'ai découvert que ça croisait beaucoup de sujets sur lesquels j'avais travaillé, notamment les territoires d'urbanisation dispersés, les territoires en déprise, l'adaptation du bâti pavillonnaire. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses qui m'emballaient complètement. Et puis cette dimension UNESCO en plus. Donc je me suis dit que j'avais largement de quoi travailler. Donc je me suis vraiment passionnée par le sujet. Et lorsque, donc ça fait 6 ans, lorsque en 2018, le ministère de la Culture a lancé un appel à projet pour chaire partenariale pour les écoles d'architecture, eh bien, on y a répondu et on a été parmi les 5 chaires labellisées Architecture Innovation. Pour la petite histoire, on est la seule école régionale et la seule chaire territoriale. Les autres sont thématiques. Voilà. Et donc, la question, c'était vraiment d'explorer en fait la manière dont une école d'architecture quel rôle une école d'architecture peut jouer sur son propre territoire. Et donc, ça, je me suis rendu compte très rapidement. Bon, j'ai très rapidement rencontré Raphaël et Sandry, évidemment, entre confrères, voilà. Et je me suis rendu compte que l'accueil était effectivement très, très, très large, très chaleureux, et que j'ai très rapidement rencontré plein d'acteurs du territoire. Et l'idée, c'est que chaque année, en fait, j'explore une cité minière. À partir d'une cité minière, les enjeux du site. Donc, on en est à la 5e aujourd'hui. Et puis il y a 3 doctorants qui travaillent. Donc Noémie Deveau qui est ici, qui a été la première doctorante et qui travaille sur les outils qui ont prévalu à la conception des cités minières, notamment sur la modularité des cités. Mélusine Panier, que vous voyez au centre de l'image. Alors j'avais droit qu'à une image, on m'a dit, donc voilà, je l'ai composée. Du coup, on en a 9. Mélusine Panier, qui est au centre et qui, elle, travaille sur les pratiques collaboratives en architecture, dont la thèse est financée à 50% par Maison et Cité. Et Martin Fessard, qui vient juste de s'inscrire et dont la thèse est financée à 50% par la région Hauts-de-France et qui, lui, travaille sur les matériaux bio et géosourcés pour la rénovation des cités minières. Voilà. Mais alors peut-être justement, racontez-nous, voilà, sur 5 années, 5 cités minières, qu'est-ce que vous y faites à l'intérieur et à destination de qui? Alors, des étudiants en architecture, évidemment, ils sont là pour apprendre, mais j'imagine qu'eux-mêmes, ils peuvent aussi offrir quelque chose en face aux habitants. Oui, oui. Parce que l'idée, c'est vraiment de montrer... Alors, la table ronde précédente était évidemment absolument passionnante. Et comme disait Christine Lecomte, en fait, de montrer que la rénovation
Et la rénovation d'un patrimoine ordinaire peut être un vrai sujet architectural. Et que la question de la précarité, de l'adaptation thermique, l'adaptation aux usages, comme dit Jean-François Campion, l'adaptation hydrique, eh bien tout ça, ça peut être des enjeux de matériaux. Donc les étudiants passent beaucoup de temps sur le terrain, auprès des habitants, des associations, mais également des élus. On est toujours reçu par le maire. On croise très souvent. Alors cette année particulièrement, puisque Mélusine Panier donc est installée à Arnes, dans la cité d'Orient. Donc on passe beaucoup de temps là, que Martin Fessard a réussi à Maison et Cité lui a mis à disposition une maison non rénovée, non isolée, qui était encore chauffée au charbon il y a 6 mois. Et donc dans lesquels on expérimente tous les matériaux, que vous voyez à gauche de l'image, donc les matériaux biosourcés, donc avec lesquels on travaille aussi avec l'université d'Artois, le laboratoire de génie civil, Vincent Dubois, avec qui on teste, donc on a mis des capteurs dans toutes ces maisons et on essaie vraiment à la fois de tester la manière dont des matériaux nouveaux, qui peuvent aussi donner lieu à des nouveaux imaginaires décoratifs, eh bien, peuvent contribuer à apporter des vraies solutions. Et à droite, en fait, sont des photos des habitants, des photos aussi de mémoire, d'histoire, qui montrent que, eh bien, on crée des liens très forts, en fait, entre l'histoire de ces cités et l'actualité aujourd'hui. Et je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est qu'avec la ville de Arnes, Maison et Cité, et puis la mission Bassin Minier évidemment, l'université d'Artois, la CAL, et les architectes de la frugalité heureuse et créative des Hauts-de-France, on a répondu à l'AMI engagée pour le logement de demain. Et on a été sélectionné parmi les 20 équipes incubée, je crois qu'ils disent, innovation, Euralance également, qui est dans l'équipe. Eh bien, la question, c'était de dire, le logement de demain, eh bien, ça va être les cités minières, c'est la rénovation avant tout. Et ça va être cité minière en acclimatation, donc avec ce terme acclimatation qui est vraiment au centre de mes recherches, parce que le terme climat, c'est pas qu'une question climatique, météorologique, c'est aussi une question politique, sociale, comme on dit, le climat est un peu lourd, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc cette AMI, c'est aussi l'occasion de travailler sur, pour le moment, une vingtaine de logements expérimentaux dans lesquels on va développer l'autoréhabilitation accompagnée, on va développer des matériaux biosourcés, évidemment des pratiques collaboratives avec les habitants, donc des matériaux qu'on va chercher à la brouette, comme dit Martin Fessard, et donc vraiment autour. Et je pense que ça fait l'objet de beaucoup d'innovation, d'expérimentation. Merci beaucoup, Béatrice Mariol. Et je trouve ça hyper intéressant de voir, enfin, finalement, on a tout à l'heure, on parlait d'expérimentation. Alors, je crois que c'est Philippe Ross qui disait, on n'est pas dans un laboratoire non plus. Il ne s'agit pas de, mais pour autant, force est de constater qu'en fait, il y a énormément d'énergie qui se dégage d'une situation concrète que peut être ici une cité minière. Et votre présentation, plus tout ce qu'on a entendu toute la journée, ça me fait me demander finalement. À tout entendre, on a l'impression finalement que toute la politique culturelle des Hauts-de-France pourrait être réduite presque au bassin minier, tant on voit toutes les dynamiques qui sont en œuvre. Et alors peut-être, Hilaire Milton, d'un mot, sur le territoire en tout cas que couvre ce bassin minier-là, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que finalement on enjolive un petit peu à avoir entendu tous ces beaux témoignages depuis ce matin ? Est-ce qu'on est dans le sujet là, si on aborde cette question? Non, peut-être en appui à ce qui vient d'être dit, souligner le fait que cette chaire partenariale a été portée dès 2018, que c'est la seule école territoriale, vous l'avez rappelé, hein, Béatrice, c'est un élément important, que la DRAC ne travaille pas seule au sein des services de l'État, hein, nous cofinançons des études, on a parlé de l'étude d'impact paysagère, sur l'aire d'influence paysagère, sur l'éolien, le photovoltaïque, qu'on cofinance avec l'Adréal, que nous travaillons également à l'étude sur la VUE, c'est-à-dire
l'ambition universelle et les pressions urbaines, étude également cofinancée par la DRAC et l'ADREAL. Et on a parlé d'éducation artistique, de sensibilisation avec les acteurs du territoire, dans le temps scolaire, dans le temps périscolaire. Je voudrais rappeler aussi le fait que la DRAC a un dispositif d'appui vis-à-vis de toutes les collectivités qu'on appelle les résidences missions, qui sont des artistes de tout champ disciplinaire, hein, musique, art visuel, mais qui peuvent être également des architectes, des paysagistes, des archéologues. On a dans le cas de contrats culture-ruralité des paysagistes qui travaillent sur les paysages de la ruralité, sur les ruralités et sur les questions que posent notamment dans les Hauts-de-France, je serais pudique, mais là... l'embolie éolienne, voilà. Je ne sais pas s'il y a le représentant du ministère de la Transition écologique, mais on va dire les choses de cette façon-là. Donc ces résidences missions, nous les avons accompagnées. Je voudrais dire ici tout de même que nous avons pris nos responsabilités en tant que service de l'État représentant le ministère de la Culture pour soutenir le Louvre-Lens pour ses 10 ans et la mission bassin minier pour ses 10 ans à travers plusieurs dispositifs de rencontres des publics, hein, de rencontres, de retrouvailles aussi après cette longue période de fermeture. Vous avez rappelé les contraintes sanitaires, donc des résidences missions sur la valeur du bien mondial par des marionnettistes, le travail de Sylvain Groux, notre directeur de Centre chorégraphique national, sur les balles chorégraphiques, initié en 2019, qui s'est poursuivi. J'étais l'autre fois à Grand Place à Lille, où il a fait un événement dans l'espace public stupéfiant qu'il devrait reproduire dans les différents lieux, et rappeler également que nous avons un équipement qui est la scène nationale culture commune, au 11-19, qui est une scène nationale particulière, parce que c'est une scène sans lieu. Il y a un lieu de répétition, il y a un lieu de création, il y a un lieu de travail, elle est évidemment dans un espace minier, mais il y a une vitalité et une énergie qui fait que, historiquement, cette région a eu des politiques à la fois sociales et culturelles très ambitieuses. J'ai l'habitude de dire, je fais 50 km, je rencontre un directeur de scène nationale, ce qui est vrai. Donc ça fait des journées en saut de puce, très compliquées, mais c'est une réalité, avec des questions d'équilibre à l'échelle de l'ensemble de la région de France. Et donc la feuille de route qui est la mienne, alors peut-être va-t-elle évoluer, mais c'est la question du rééquilibrage, non pas pour faire perdre les bénéfices de cet acquis historique, très puissant, très fort, où l'ensemble des partenaires publics, les collectivités, les villes, les départements, l'ex-région Nord-Pas-de-Calais ont été très engagés sur la présence culturelle à tous les niveaux et sur l'ambition de démocratisation culturelle. Je voudrais finir ce petit tour d'horizon sur les résidences missions en évoquant également le travail que nous avons sur le cinéma, puisque dans le cadre des 10 ans, il va y avoir des manifestations cinématographiques en plein air, notamment à Bruay-la-Bussière, ou le mapping, puisque aujourd'hui, quel est l'enjeu pour les politiques culturelles ? Eh bien, c'est de reconquérir, après 2 ans, le fossé qui s'est créé. J'avais fait une interview dans la Voix du Nord quand j'avais été nommé, j'avais dit « plus rien ne sera comme avant ». Les faits m'ont rendu raison, je pense, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la politique d'abonnement dans les réseaux labellisés ou conventionnés, elle est en train de s'effondrer. Je pense que Marie confirmera cette question sur l'analyse des publics et surtout, aller chercher les publics les plus fragiles, et c'est tout le travail d'éducation artistique, d'éducation populaire, qui, eux, ont une offre via l'outil numérique, mais la ministre s'est exprimée sur ce point, l'outil numérique, c'est des canaux, mais c'est surtout des contenus. Donc le DG Création, Christopher Maz, a souvent l'habitude de dire il faut réconcilier les boomers et les gamers. J'emploie un mot horrible, c'est un mot de la langue anglaise. Mais c'est ça le sujet. C'est-à-dire, il y a des outils, et aujourd'hui, dans une population qui est jeune, qui se renouvelle, avec des fractures importantes, il faut trouver chez nos opérateurs, dans les missions que l'on va assigner, de nouveaux moyens. Des questions se posent. C'est l'équilibre État-collectivité dans le financement de la culture. Nous tiendrons le 1er juillet un conseil local des territoires de la culture, puisqu'il a été décidé qu'aujourd'hui, les DRAC, les services du ministère en région, sont chargés d'animer cette instance qui permet de dialoguer avec tous les niveaux de représentation des collectivités. Les maires, les départements, les régions, les grands élus, les maires ruraux, France urbaine, j'en passe. C'est un enjeu, mais si on n'anime pas cette instance, ça reste vide. D'où la question du pilotage et des instances. Mais on a les moyens humains que l'on a. Je le dis devant mes collaborateurs et nombreux agents de la DRAC qui sont là. Nous avons commencé à faire des rencontres bilatérales au niveau politique avec les principaux EPCI, avec les grandes villes. Nous devons le penser pour le bassin minier. La question de l'ERBM, c'est une question bien sûr de rénovation thermique et énergétique qui interroge le bien dans sa valeur, qui interroge l'espace urbain, la vision que l'on a de la ville de demain, la question des transports publics. Et c'est pour cela que les UDAP, ici représentés, les architectes des bâtiments de France, ont un rôle à dire, mais c'est une question de politique publique. L'État a décidé d'installer, c'était la vision du président Chirac, le Louvre-Lens.
Il a été inauguré il y a 10 ans et nous avons un maillage d'équipements, y compris communaux et intercommunaux, qu'il faut construire ensemble. Et je pense que dans la vision que nous avons avec Mélanie Delotz, qui est la nouvelle chef de projet de l'ERBM, le pan culture doit reposer sur cette capacité à trouver de nouveaux terrains de dialogue, de nouvelles instances de dialogue à l'échelle de l'ensemble de ce territoire, qui a des solidarités, qui a des échos. Nous y sommes prêts. Nous ne sommes pas représentés dans la plupart des établissements publics, mais je pense que ces rencontres territoriales ont vocation à tisser cette dimension plurielle, composite, très pluridisciplinaire de ces portes d'entrée dans le bien minier, où l'on a bien sûr du patrimoine et de la mémoire, mais aussi des lieux de création, des lieux de résidence artistique, des lieux de diffusion. Et on a des sujets devant nous sur la diffusion musicale, on a des très beaux espaces en plein air, et nous prendrons pour notre part tout ce qui nous revient pour que... On a parlé beaucoup de rhizome, on a beaucoup parlé d'archipel. J'étais très intéressé par les présentations de Jean-François Sulé, mais j'ai lu un livre récemment qui s'appelle L'archipel français. Voilà. Ben, l'archipel, le rôle de l'État, c'est de créer des ponts, c'est de créer des passerelles, c'est d'être un facilitateur. Et si la direction régionale des affaires culturelles, qui représente le ministère en région, peut y aider, on aura la rencontre régionale du patrimoine mondial, qui sont des temps importants. Au niveau des sous-préfectures, il y a cette déclinaison, mais je pense qu'il nous faut penser ce visage de demain en prenant en considération les ruptures qui se font aujourd'hui dans les pratiques culturelles. Et dans cette perspective, ces ponts peuvent passer d'abord par repenser nos CLEA. C'est un outil de territoire. Il faut en faire le bilan. Ils sont très présents. Il y a un maillage qui est impressionnant dans cette région. Mais la pensée d'une résidence longue ou des typologies de support doit être pensée. Je pense que des architectes, des paysagistes, des archéologues ont leur place dans les CLEA parce que le patrimoine a toute sa place dans l'éducation artistique et également trouver ces nouveaux ponts, passerelles pour que cet archipel pensé, on sorte des logiques d'insularité et on aille dans une logique de désir partagé, de commun. Et d'une certaine manière, le rôle de l'État peut être celui-là. C'est au moins la lettre de mission qui m'a été confiée par le ministère, et c'est aussi la vision que porte la nouvelle chef de projet de l'ERBM avec laquelle nous travaillons, chacun dans nos composantes. Voilà, j'ai été trop long. Non, mais je vous en prie, et puis ça nous fait une annonce, on est ravis d'entendre ce projet à venir, et peut-être justement pour préciser sur la mise en œuvre, on est à quelle échelle, vous parlez de rencontres à l'initiative de la DRAC, ça se mettrait en œuvre bientôt? Je pense qu'il y a d'abord un élément important sur la politique qui avait été annoncée sur la rénovation des cités. On a de nombreuses réunions techniques avec les bailleurs sociaux, avec les EPCI, les architectes des bâtiments de France, ceux du Nord, ceux du Pas-de-Calais, font de très nombreuses réunions de travail. Nous aurons d'abord à prioriser cet élément-là, mais il y a ensuite une déclinaison sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et je pense que le début de l'année 2023, sous couvert évidemment des validations qui seront celles du préfet de région, pourrait donner sur certaines thématiques des enjeux. Je rappellerai qu'au-delà des financements de l'État sur ces labels, il y a des réalités qui existent et qu'aujourd'hui, de grands établissements publics du ministère, et notamment le Louvre, ont fortement investi dans cette démarche. Nous avons d'ailleurs inscrit au contrat de plan État-région un certain nombre de points d'intervention sur ce territoire. Eh ben merci beaucoup pour cette annonce, on n'est pas loin du scoop. Je vais passer la parole à votre voisine, alors Marie Lavandier. On évoquait, on citait à l'instant le Louvre, effectivement, le Louvre-Lens, qui a été abondamment cité depuis le début de cette journée. Mais alors, on se disait, et c'est ce qui justifiait la petite présentation que vous nous avez proposée, et que je vous remercie d'avance de nous faire désormais, voilà, en quelques mots, effectivement, sur le projet du Louvre-Lens, rappeler un petit peu son origine voilà, dans le projet de musée, mais peut-être aussi déjà dans sa situation. On n'est pas n'importe où, on est à Lens sur un ancien carreau de mine, donc voilà, on est tout à fait dans le sujet de notre journée. Oui, tout à fait, j'aime bien rappeler... chaque fois que je parle du musée du Louvre-Lens, à la fois cette espèce de croisée des rêves, des énergies, des volontés politiques, qu'elles soient nationales ou territoriales, professionnelles, avec le musée du Louvre qui s'est engagé, et puis évidemment cette volonté, ce rêve des habitants qui s'est incarné dans 8000 messages au président de la République, qui disait à quel point, quoique bien souvent économiquement, socialement, en très grande difficulté, les habitants revendiquaient la beauté, l'art comme étant en mesure de changer leur vie.
Et ça, c'est évidemment quelque chose qui m'habite au quotidien. J'aime bien dire aussi qu'on est chez quelqu'un. Le musée, c'est un petit peu le dernier arrivé. Alors bon, vous avez entendu largement ce matin que tout ça n'est pas arrivé en un jour, que ça a été une quinzaine d'années de travail pour tout le monde, pour arriver, ou une vingtaine d'ailleurs, pour arriver et à l'inscription du patrimoine minier au patrimoine mondial et à la construction, à l'ouverture du musée du Louvre-Lens. Mais effectivement, on est chez quelqu'un. J'aime bien aussi cette idée d'habiter, d'habitant, d'habitation qu'on a évoquée depuis tout à l'heure. On est dans un patrimoine habité. Alors, évidemment, les corps habitent des maisons, mais on est aussi dans un patrimoine habité. C'est quelque chose qui fonde notre action. Habiter un territoire qui a une âme. Un territoire qui a une histoire, un territoire qui a une culture. Vous allez me dire, tous les territoires ont une culture, tous les territoires ont une histoire. Oui, c'est vrai. Mais très souvent, les habitants ne s'en sentent pas dépositaires, n'en revendiquent pas la fierté qu'ils pourraient en tirer. Et là, je dirais qu'il y a peut-être encore une particularité d'un territoire où on a encore plus de mal à se sentir fier à ce niveau-là. Un sujet aussi de seuil auquel répond évidemment l'architecture très horizontale, très transparente, qui induit une véritable continuation entre l'intérieur et l'extérieur, ce fameux seuil de la culture, du patrimoine, etc., qui s'imposerait aux gens, un seuil, voilà, une marche à franchir. On en parle depuis tout à l'heure, évidemment. Déjà considérer qu'éventuellement la culture c'est pour nous, c'est un grand sujet, mais alors en plus considérer que la culture c'est nous, ou c'est chez nous, c'est nos maisons. Alors là, évidemment, la marche commence à être vraiment très élevée. Alors là, vous voyez des exemples de marche sur l'image, puisque c'est une photo du musée à l'ouverture qui est assez troublante, parce qu'on croit à une image de synthèse, mais c'est une photographie. Mais du coup, elle raconte à la fois l'ancien puits numéro 9, qui est là au premier plan, traité par la paysagiste Catherine Mosbach comme une fleur, creusé dans le béton comme une espèce de version poétique du cratère quand même et du puits. Et puis à l'arrière, donc ce bâtiment construit par l'agence Sana, tout justement d'effacement, de modestie, de transparence. Tout se voit, non seulement de l'extérieur, mais une fois qu'on est à l'intérieur, le hall est habité lui-même de structures qui sont transparentes. Les fonctions de librairie, les fonctions de la bulle pique-nique, où c'est le musée où on peut amener son repas, et puis un musée aussi tout en réfléchissement, un musée qui réfléchit, et qui réfléchit là au sens aussi le plus physique du terme, avec ces parois en aluminium brossé. Première réponse à cet enjeu d'ancrage, oui, bien sûr, le traitement architectural et le traitement paysager. Deuxième aspect que je voulais évoquer rapidement, donc revoilà l'architecture. Voilà, avec une photographie qui laisse peu d'ambiguïté sur cette question du réfléchissement et aussi de la perte de repères. J'ai entendu une fois Sejima, donc l'architecte, une des architectes du musée, interviewée, qui disait quelque chose que j'avais trouvé très beau, qui disait « Moi, quand je suis arrivée là-bas, j'ai regardé la lumière et j'ai été très étonnée, parce que dans cette partie du nord de l'Europe, la lumière, au lieu d'être verticale, elle est horizontale. Et c'est ce que j'ai voulu attraper. J'ai construit un bâtiment pour attraper cette lumière. L'autre chose que je voulais évoquer, c'était évidemment cette question, on en parlait tout à l'heure, du dialogue, donc le dialogue des cultures, l'articulation justement de cette culture méditerranéenne et puis de la culture locale qui n'est, on en parlera aussi d'ailleurs, pas que locale, pas si locale que ça, qui est d'abord très clairement européenne, voire méditerranéenne aussi d'ailleurs dans le bassin minier, avec notamment les derniers apports de travailleurs pour les mines dont la recherche a été conduite de façon parfaitement organisée en Afrique du Nord. Donc ici, évidemment, dialoguer, c'est d'abord parfois accepter de renoncer un peu à ses propres cadres, à ses propres habitudes, sinon le dialogue va rarement très loin. Mais je dois dire qu'au musée du Louvre-Lens, et j'en parle avec d'autant plus d'admiration et de fierté d'ailleurs, que ça ne m'est pas dû, ça existait avant mon arrivée, vous le savez, le Louvre-Lens
Roland-ça a été très très loin dans l'interrogation et dans le dépassement des codes habituels du musée. Donc ici, il n'y a plus de département, il n'y a plus de cloison, il n'y a plus d'ailes, il n'y a plus de structuration d'un discours imposé, il n'y a plus de séparation souvent absurde et alors incompréhensible pour des gens qui ne sont pas habitués à aller dans les musées entre la peinture, la sculpture, les objets d'art, etc. Si vous êtes né à la même époque mais que vous êtes une peinture ou une sculpture, vous vous retrouvez à 2 kilomètres l'un de l'autre au musée du Louvre, dans notre musée mère. Bon, ben, tout ça, ce sont des choses qui ont été réinterrogé au profit de cette galerie du temps qui se présente justement comme une espèce de paysage, paysage culturel au sein duquel, et c'est bien l'enjeu, et à mon avis au cœur de la question du patrimoine mondial et au cœur du musée, d'un musée, c'est bien que chacun puisse s'y reconnaître comme profondément dépositaire d'une culture commune, mais aussi comme ayant une place dans l'histoire. Pardon, juste Marie Lavandier, sur cette galerie du temps, effectivement, qui est caractérisée par la mise en approche d'œuvres différentes, mais qui partagent la même période. Il y a aussi une autre grande caractéristique dans le nombre d'œuvres. J'imagine que ça va là aussi avec votre discours, puisque on a quand même finalement assez peu d'œuvres par rapport à ce qu'on peut imaginer quand on voit le mot Louvre accolé à un musée. Oui, il y a 200 œuvres. Alors bon, après, on va pas trop parler technique, mais nous on a beaucoup d'études qui nous montrent au bout de combien d'œuvres un visiteur commence à saturer. C'est avant 200, je pense. Oui, c'est bien avant. Voilà, au bout de combien de temps un visiteur commence à saturer. Donc effectivement, on est dans une expérience qui est beaucoup plus immersive en fait. Et vous avez raison, si on avait une approche numérique beaucoup plus modeste peut-être au profit de la profondeur et là de l'habiter d'un musée finalement et d'une histoire. Oui, tout à fait, c'est vrai, ça nous différencie. Et ce qui se rapproche d'ailleurs, si je puis me permettre, on parlait de la Cité des électriciens tout à l'heure, et c'est vrai que quand on visite le centre d'interprétation, finalement on a assez peu de points d'arrêt, ça participe là encore à une médiation peut-être un peu plus profonde que si on avait tant de choses à voir. Quelque chose de très fluide, et puis ce qu'on n'évoque pas souvent, c'est que le sol est en pente dans la galerie du temps, et en fait quand vous entrez, vous êtes sur une espèce de belvédère et vous descendez ensuite véritablement, physiquement, vous plongez dans cette espèce de grand fleuve du temps et de l'histoire humaine. Alors on m'a raconté longtemps que c'était les architectes avaient voulu épouser la surface de ce sol minier très très particulier. En fait, c'est pas ça du tout. C'était une histoire d'architectes et de collectivités locales et de budget, puisque pour rentrer dans le budget, on a exigé que la hauteur extérieure des bâtiments ne dépasse pas 6,50 mètres, parce qu'il semblait que dès qu'on dépasse 6,50 mètres, ça coûte tellement plus cher, surtout quand c'est en verre. Et donc, du coup, les architectes... Et alors, évidemment, le Louvre ne voulait pas renoncer à ces 7,50 mètres de hauteur sous plafond dans les espaces d'exposition. Donc, les architectes ont trouvé cette solution qui est merveilleuse, honnêtement, et qui rajoute vraiment, là, pour le coup, qui ajoute un supplément d'âme et de découverte et d'expérience et de parcours. On parlait de parcourir le territoire tout à l'heure avec Marie, qui a été de garder les 6,50 mètres dans le hall et de garder donc l'alignement supérieur des toitures du bâtiment et de creuser les espaces d'exposition. Donc du coup, vous entrez, c'est un cauchemar pour nous quand il faut balader une œuvre, mais ça c'est un autre sujet. Vous entrez et vous descendez, vous pénétrez encore différemment dans une autre dimension dans ce musée. Peut-être juste évoquer sur ces questions de dialogue aussi de manière à travers nos expositions, comment on le traite. Je pense évidemment à l'exposition Pologne, où on a travaillé sur la peinture polonaise du 19e siècle, là encore pour articuler aussi cette histoire d'histoire justement, et d'histoire quand c'est ancien, c'est du patrimoine, quand c'est pas ancien, c'est pas du patrimoine. Au début du 20e siècle, quand 300 000 travailleurs polonais arrivent dans les mines, eh bien la Pologne sort d'une histoire où elle a disparu de la carte de l'Europe, que à travers l'art des musées polonais, on a retranscrit dans cette exposition qui a attiré un public absolument considérable, très très local, et puis qui a rappelé encore une fois que le bassin minier, c'est pas que le bassin minier, c'est international, et ce depuis très très longtemps. Et puis Soleil Noir, avec là la volonté pour nous de faire dialoguer effectivement à la fois le patrimoine, l'imaginaire aussi lié à cette couleur noire, la couleur du charbon qui était extrait sur le territoire, en la faisant dialoguer avec l'histoire de l'art, et en particulier l'histoire de la peinture abstraite, dont on peut considérer c'est un sujet très 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 compliqué pour
pour des visiteurs au Louvre-Lens qui sont peu habitués, moins habitués qu'ailleurs des musées et qui, au contraire, là, se reconnaissaient et appréhendaient, l'air de rien, des problématiques artistiques très, très complexes. Peut-être dernière chose, la question évidemment de l'inclusion, de la place faite aux visiteurs dans le projet même du musée. Vous savez que le projet scientifique et culturel, il a été rédigé à 1200 personnes. Donc inutile de vous dire que ce n'est pas ma seule équipe, hélas, même si elle a été ô combien précieuse, et je salue la présence de Juliette Guéprat dans la salle, mais aussi tous les partenaires. On ne fait rien tout seul, on co-construit tous nos projets, et puis les visiteurs, et surtout les habitants, et surtout, vous l'aurez compris, des habitants qui ne viennent pas. Même si on parlait tout à l'heure du public, oui, le musée du Louvre-Lens, les visiteurs sont revenus très vite, beaucoup de nouveaux visiteurs, un visitorat plus jeune, un visitorat encore plus populaire, moins habitué des musées qu'avant et plus vite qu'ailleurs, ce qui, je pense, nous a un peu valu la visite du président de la République il y a quelques mois. On était le musée chez qui ça revenait le plus vite. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, on a de la chance finalement d'être un territoire de crise et d'être un musée de crise. Ça nous donne une force tout à fait inhabituelle. Accueillir l'autre, c'est l'accueillir, je le disais, dans sa culture. C'est croiser les mondes, c'est accueillir aussi. Moi, j'y suis très attachée. On parlait de l'habitat, de l'habité, de l'habitant. Accueillir le visiteur et l'expérience muséale comme fondé très largement sur le corps. Je vois la culture, pour vous c'est une évidence parce que vous travaillez sur le patrimoine physique bâti. Dans les musées, on a souvent tendance, alors que Dieu sait que la question de la conservation matérielle des collections, vous savez que j'y suis attachée, est fondamentale, et la connaissance, l'intelligence que recèle l'objet est fondamentale, mais souvent on oublie que à cet objet doit répondre finalement une expérience physique du visiteur, et que celle-là elle est très accessible. C'est un très bon moyen de faire comprendre à chacun que oui, il est un animal, oui, et un animal culturel, oui. Donc je voulais montrer une image du trail des Pyramides Noires qu'on organise avec nos amis de la mission Bassin Minier et dont les premiers coureurs arrivés peuvent parcourir ici la galerie du temps. Et puis, oh, ils courent là. Et puis évoquer aussi la question de la place de l'artiste. Ça, vous en avez parlé. Pour moi, les artistes sont des réinventeurs de monde, des passeurs. Tu parlais des ponts, Hilaire. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne de plus en plus à leur faire une autre place. Ils ont beaucoup d'autres choses à raconter que de montrer simplement leurs œuvres, ou même d'accompagner les habitants dans des démarches artistiques. Donc par exemple, ici, le festival de piano, Musée Piano. Et puis sinon, dans quelques mois, une exposition paysage dont on a confié la direction artistique, donc scénographique, à un artiste pour inventer une forme différente à l'exposition, autant d'outils de dialogue. Merci beaucoup, Marie Lavandier, pour cette présentation. On en profite pour saluer Marie Patou qui, du fait, c'est un train à prendre forcément. On va pas vous retenir et effectivement, on a pris un tout petit peu de retard aussi. Il y avait tant de choses, il y a tant de choses à dire et c'est bien de vous avoir tous ensemble. On a tant envie de vous faire dialoguer les uns les autres. Peut-être juste un mot avant de conclure, deux mots avant de vous redonner la parole un instant, Hilaire Milton. Juste un mot, Lucas Mont-Saint-Jean, j'ai évoqué tout à l'heure, j'en ai pas dit du tout assez de ce guide qui nous intéressera aussi bien évidemment pour le propos qu'il tient à propos de... Vous allez nous en dire un mot, mais en tout cas, au-delà de ce qui est dit dans ce guide, toute la pédagogie aussi qui est mise en œuvre pour présenter des règles ou des propositions d'architecture et d'urbanisme à destination de tous un chacun est à mon avis assez exemplaire et là encore comme le petit livret que je vous ai montré tout à l'heure, je crois qu'il y a quelques exemplaires disponibles à l'accueil. Peut-être si vous voulez nous en dire un mot, Lucas Mont-Saint-Jean, je ne vous ai pas du tout donné assez la parole et je m'en excuse et on arrive et là c'est en fin d'heure. Non, il se fait tard, je vais aller très vite. Je voulais juste revenir sur deux expériences autour de la notion de partage et pour reboucler par rapport aux tables rondes de ce matin et de la journée. Ça me semblait intéressant de revenir là-dessus. Le premier, c'est un travail qu'on mène à l'atelier d'architecture Philippe Ross sur les plans guides de 18 cités minières du Douaisis pour l'agglomération du Douaisis. Et je salue les membres de l'équipe qui sont dans la salle et M. Kaczmarek à l'initiative. Donc juste parce que cette notion, donc ce travail en grappe justement sur un ensemble de cités minières, alors il se fait de façon concertée avec une équipe pluridisciplinaire selon ces fameuses... C'est l'aboutissement en fait de cette démarche de logique intégrée qui est issue, on l'a vu,
des cités pilotes, du rapport Subilo, etc., quelque part, même si le chemin est encore long. Il se fait avec une équipe pluridisciplinaire nombreuse, avec paysagistes, architectes, mais socio-économistes et ainsi de suite, bureau d'études environnementaux, VRD. Il y a un volet concertation important, donc concertation avec les habitants, c'est presque une évidence de le dire, mais c'est important. Mais au-delà de ça, ce qui me semble très important, c'est qu'il y a de la concertation, quelque part, dans le fait de réunir autour de la table toutes les personnes concernées par ces cités. Et donc, quand on fait un comité technique, un comité de pilotage qui a 30 personnes autour de la table, il y a justement la DRAC, l'Adréal, les agglomérations, la mission bassin minier, tous ces partenaires. Et le fait qu'on reparte avec un projet partagé, avec un partage des enjeux, des objectifs et des outils pour y arriver, derrière, la route est encore longue pour le mettre en œuvre, mais c'est déjà quand même un grand pas, il me semble. Et même au-delà de ça, l'échelle communautaire, c'est tout à fait intéressant dans cette étude. Et je pense que c'est quelque chose à reproduire, parce que le fait de travailler en grappe, en réseau sur ces cités, au sein d'une même agglomération, ça permet justement de sortir vraiment du question du confetti de la cité, mais de les remettre en réseau. Et on l'a vu, on a fait tous les formats de réunion possibles pour cette étude, mais il y a des formats qui marchaient extrêmement bien, c'était de réunir tous les maires de ces communes, qui ont les mêmes problématiques et en fait qui se parlent assez peu de ces sujets-là, et de les réunir pour parler des cités, comparer, discuter entre eux, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tiens, il y a la ligne de commune là, mais en fait il y a une cité d'un côté, les mecs qui font leurs courses dans le centre de l'une, etc. Donc voilà, il y a vraiment une vraie question de partage autour de cet enjeu des cités minières. C'est à l'échelle de la communauté de communes, hein, c'est ça? De l'agglomération du Loisy, tout à fait. Okay. Donc ce sont, intermédiaire, ce sont 18 cités minières sur 9 communes, je crois. Voilà, donc ça, c'était un point important sur le partage, et je pense que ça reboucle la table ronde sur les cités minières, et la question de la grappe aussi, du traitement en réseau de ces ensembles. Et le deuxième point, alors il n'y a pas d'image, je me voulais montrer, c'était le guide ici. C'était issu d'une étude que la mission Bassin Minier a commandée avec la DRAC et l'Adréal, justement, sur, je cite, l'identification des pressions urbaines et de la protection de la valeur universelle et exceptionnelle du bien. Bon, Francesco Bandarin l'a dit ce matin, il l'a évoqué, il l'a dit quand on a fait la visite préparatoire ensemble, il l'a dit de façon très claire, il a dit la valeur universelle et exceptionnelle et la question de paysage culturel et votif vivant, c'est des grands mots, c'est des outils clés, nous on vous les livre comme ça, mais c'est à vous, gestionnaires, à vous, architectes, d'en faire quelque chose et de le transcrire. Et c'est pas facile. Et chaque cas est différent, en fait. On livre une idée, un concept, mais en réalité, sa transcription concrète jusqu'à l'échelle du projet, jusqu'à l'échelle de la maison, elle n'est pas du tout évidente. Et c'est du cas par cas, ce qui n'est pas facile. Et donc, cette étude qui aboutit à ce guide, le but, c'était de produire justement une sorte de référentiel partagé. Alors, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, ça c'est certain, c'est que du cas par cas, mais on a quand même, je pense, réussi à mettre en place les bases d'une méthode partagée par tout le monde, qui a donné justement lieu, qui se retrouve dans le référentiel partagé de l'ERBM, qui englobe d'autres problématiques, pour essayer de transposer, c'est un premier pas pour transposer ces concepts un peu abstraits, par lesquels on a ouvert la journée, de valeur universelle, d'universalité de ce bien, d'évolutivité, de patrimoine vivant et du paradoxe inhérent même à la terminologie, et essayer sur cette base de le transposer en action concrète pour les habitants, les visiteurs, l'ensemble des acteurs du territoire. Et c'est vraiment un exemple de pédagogie avec tout un tas de mises en situation, de cas pratiques, de propositions, effectivement, avec toujours la difficulté de la singularité de chacun des cas. En tout cas, c'est très bien expliqué ici, et voilà, on peut le récupérer, je crois, à l'entrée. Merci beaucoup. Merci Lucas Mont-Saint-Jean. Alors peut-être un dernier mot de conclusion, et en vous pressant un tout petit peu, je vous prie de m'en excuser, Hilaire Multon. Alors allons-y, je vous en prie. Non, je voulais juste te dire, j'ai oublié, c'est un peu une annonce en fait, c'est qu'aujourd'hui avec la chaire, on est en train de créer une association qui met vraiment les questions d'architecture et de paysage au centre du sujet, qui s'appelle Post-Mining. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de membres fondateurs étrangers et français. Voilà, et l'idée de répondre à un projet COST, qui est un projet européen qui favorise la construction de réseaux internationaux. Voilà. Eh ben, merci pour la précision, et on peut voir tous les détails sur est-ce que je dis pas de bêtises, il y avait un site web à votre chaire, non, c'est le site de l'école, voilà, très bien, ça arrive, effectivement. Et voilà, pour terminer, alors Hilaire Milton, je vous donne la parole, peut-être, voilà, vous vouliez dire un mot de conclusion sur... je veux pas conclure, parce que je laisserai à Jean-François Carraud le soin de conclure, comme c'est prévu. 2 points sur des enjeux sur lesquels nous avons été saisis. Le rapport coût et l'amortissement,
Dommage que le directeur général de Maisons et Cités ne soit pas là, mais le patrimoine, ça n'a pas de valeur. C'est un élément fragile et ça n'a pas de valeur économique. C'est un enjeu important. Il faut rappeler ces principes parce que, effectivement, dans la démarche de transition, dans l'appropriation par les habitants et dans toute la démarche de projet qui a été racontée ce matin, c'est un élément qu'il faut tenir en considération. Et quand nous sommes appelés à intervenir, parce que les services de l'État, les conservateurs objets d'art, la conservation régionale, les monuments historiques identifient souvent avec des associations de défense du patrimoine, avec des lanceurs d'alerte, des enjeux, eh bien nous devons parfois éviter que l'appel arrive. Et ce n'est pas une menace, c'est un élément d'origine régalienne. Je pourrais rappeler 2 exemples. Quand André Malraux crée le secteur sauvegardé du Marais à Paris, c'est bien une réponse par rapport à un danger qui était présent. Quand au Campo Santo à Orléans, il y a un risque pour l'archéologie préventive, c'est ce qui donne naissance à l'archéologie de sauvetage, puis ensuite à l'archéologie préventive. Donc il y a là un élément à prendre en considération, et ça complète ce que j'indiquais tout à l'heure sur la capacité de transaction et de concertation qui doit animer la logique partenariale qui est celle des services de l'État, avec une dimension interministérielle évidente, puisqu'il y a une transition énergétique, il y a une transition culturelle et il y a une transition urbanistique et urbaine qui est soulevée notamment vis-à-vis de l'habitat social et des qualités d'habitat. Deuxième élément important, parce que le patrimoine, c'est pas pour moi, ma maison ne peut pas être un patrimoine, je voudrais souligner que le mot patrimoine est en lui-même très fortement marqué. C'est le père, c'est la transmission, et une transmission paternelle. Et nous avons fait au sein de notre DRAC, et avec le ministère de la Culture qui nous y incite, un très gros travail sur ces enjeux, sur les femmes du patrimoine, par exemple, sur l'égalité homme-femme, des parcours de vie, des parcours de voix également. Je voudrais également souligner le fait que des outils existent aujourd'hui pour faire en sorte que la présence artistique soit dans les lieux de patrimoine. C'est pendant l'été culturel, qui a été réédité, qui est travaillé avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, dans les zones rurales, dans les quartiers politiques de la ville. Il y aura de très nombreuses manifestations. Et que cela montre que l'idée patrimoniale reste une utopie, reste un cheminement. Elle n'est pas gagnée en soi. Elle est plutôt une conquête dans les esprits. Le patrimoine reste une utopie, j'en suis persuadé. Et je voudrais également souligner le fait que son extension, qui a été questionnée par la représentante de la Direction générale des patrimoines tout à l'heure, elle existe. Aujourd'hui, nous avons des bateaux, nous avons des phares qui sont protégés, nous avons des éléments de patrimoine du XXe siècle. Bien sûr, le label ACR n'est pas la seule réponse, mais il est un élément, comme d'autres éléments, de cette vie partagée où il y a les héritiers aujourd'hui et, pour ainsi dire, aussi les ayants droit. Donc, cette idée d'un patrimoine qui est vivant, qui est vécu, il est pleinement partie prenante de la politique du ministère de la Culture, mais surtout, il doit infuser avec l'idée, c'est ce que fait le Louvre-Lens, qu'il y a des scènes qui sont des territoires de partage. La politique que conduit le Louvre-Lens, c'est une politique qui va autant sur le champ de la création, de l'éducation, que sur le champ de la conservation des biens patrimoniaux. Voilà ce que je voulais dire en réponse au sujet soulevé, en espérant ne pas avoir été trop long. Mais non, pas du tout. Merci beaucoup, Hilaire Milton. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Béatrice Mariol, Lucas Mont-Saint-Jean, Marie Pateau qui a dû partir pour prendre un train et vous-même, Marie Lavandier. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Bon, il y a déjà tellement de choses qui ont été dites, de belles choses, que ça va aller vite pour conclure. Alors, je voulais vous dire 4 choses. La première, c'est que ce que j'entends à l'issue de cette journée, je le savais déjà un petit peu, mais vous avez mis des mots sur des intuitions. C'est à quel point ce qui s'est passé dans le bassin minier avec l'approche UNESCO dépasse de loin nos enjeux locaux. Je le vois avec la présidence des sites UNESCO, il y a un certain nombre d'endroits où il y a toujours cette dimension universelle, bien sûr, mais on est sur des problématiques, je ne sais pas si on parle de la gestion du phare de Cordouan, c'était au milieu de l'eau, bon, il n'y a pas exactement les mêmes typologies d'enjeux urbanistiques, par exemple, même si on a sûrement avec les côtes au bord, en termes de co-visibilité. Et ce que je trouve très intéressant, encore une fois, le point de départ, moi j'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je discuterais avec des architectes, je suis à des années-lumière de ces métiers-là, j'ai appris à apprécier d'ailleurs des architectes, des urbanistes, des acteurs du champ culturel, c'est que finalement, dans notre histoire,
notre patrimoine minier a cette caractéristique d'être d'emblée dans une logique de territoire. Et ça, par contre, ça me parle énormément. C'est consubstantiel et je trouve que ça crève l'écran depuis ce matin. Nous abordons des sujets dans tous les registres qui sont liés à une entrée territoriale, ce qui veut dire que du coup, les enjeux de coopération entre acteurs deviennent centraux. Ça me saute aux yeux. Coopération entre élus, coopération élus-techniciens, coopération acteurs culturels, action de médiation. Et donc, ça nous donne un certain nombre de questionnements et d'enseignements sur la façon de faire vivre ce type de projet, ce type de site. Et là où il y a besoin d'expertise extrêmement pointue, Bac plus 18 en patrimoine minier, on pourrait dire, si ça existe, il faudrait peut-être l'inventer. Il y a toute une série de registres de l'art, du savoir-faire ensemble, de savoir-être ensemble pour construire. Et avec la mission bassin minier, on se rend compte tous les jours que c'est passionnant, mais c'est aussi très très compliqué de faire de la coopération multi-acteurs. Mais c'est la clé de la réussite pour notre territoire. Et donc ces coopérations, ça va revisiter tout le fonctionnement de la ville, ça a été très bien montré ce matin, revisiter la question des usages. Qui aurait cru que le terri deviendrait un enjeu de gestion des usages entre des parapentistes, des chiens de traîneau qui viennent s'entraîner, des gens qui viennent avec leurs petits-enfants et des mineurs qui voudraient qu'on n'y touche pas. Qui aurait cru ça, quoi, alors qu'il fallait les raser. Ça re-questionne le rôle des espaces naturels, ça a été dit par monsieur Montrieux. Je rappelle que d'ailleurs les terris sont quasiment tous en SNIEF de par leurs qualités écologiques, avec des zones humides au pied, avec des écosystèmes. Et donc vous avez des écosystèmes finalement très rares, très, très spécifiques au milieu de cités minières, avec des enfants qui ont tendance à venir mettre des pétards dans le derrière des crapauds pour les faire exploser, ce qui est juste le quotidien de tous les gosses depuis toujours, de la guerre des boutons. Mais bon, je veux dire, on est confronté comme ça à des enjeux de vie du quotidien, et puis tout ce qui est les empreintes culturelles. Bref, premier sujet que je voulais relever, c'est vraiment à quel point notre projet est un projet de territoire, et évidemment je fais écho à Francesco Bandarin qui n'est plus là, il m'a expliqué qu'il devait repartir, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, ce qui est intéressant, deuxième aspect, c'est que le bassin minier, excusez-moi, je parle de mon territoire comme si c'était le centre du monde, mais c'est mon centre du monde, forcément. Il est tout sauf fade. Alors d'ailleurs, il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, c'est qu'on a suggéré que tout n'était pas simple. Mais je vous rappelle que sur 8 députés Rassemblement National en France, 5 viennent du bassin minier. Ce qui traduit, non pas que les gens du bassin minier sont racistes, ne serait-ce que par les 29 nationalités qui sont venues travailler au fond de la mine, mais ce qui traduit un vote, encore aujourd'hui, de désespérance. Et de dire nous sommes les déclassés, nous sommes les abandonnés d'un système. Et que malgré tous les efforts que nous faisons, et il y a des tas de réussites manifestes, nous sommes quand même dans un territoire en souffrance. Je le redis, parce que presque, on aurait presque l'impression que tout est simple. Non, c'est compliqué. Et effectivement, quand Marie Patou nous parle d'action de médiation, on tombe des fois sur des publics complexes. Mais si le territoire, si le bassin minier est tout sauf fade, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que du coup, il ne laisse pas indifférent. Et ça, c'est extrêmement fort, parce que ça nous donne une énergie circulante. Ça aussi, c'est ce que j'ai entendu là, de la part des uns et des autres. D'ailleurs, les sous-préfets qui se succèdent, ou les préfets, nous le disent. On se dit, oh là là, où est-ce qu'on est nommé? Ça va être compliqué. Et en fait, c'est passionnant. Il y a de l'énergie circulante, et pas seulement de l'énergie du charbon. Et donc, du coup, le bassin minier, avec cette énergie circulante, avec ces zones vierges, a inventé de reconstruire la ville, de reconstruire plein de choses. Quelque part,
ça nous donne un terreau d'innovation extraordinaire. Alors j'en reprends quelques-unes sur les process de rénovation, sur des innovations sociales, des innovations culturelles, un certain nombre d'exemples de ce qui a été montré sur la façon d'aller au-devant des publics. Ça peut inspirer bien au-delà du bassin minier. Des innovations architecturales, des innovations sur les matériaux. Nous a expliqué M. Campion en développant du béton chanvre et toute une filière en amont pour être en capacité d'avoir suffisamment de matériaux et donc sur les usages des lieux. Alors, troisième point, si on dépasse cette vision locale, finalement on se dit que ce projet du bassin minier, il réarticule grâce à l'UNESCO, c'est la continuité de ce que j'ai dit avant, les questions d'habitat, les questions de nature, les questions de culture, et donc ça redéfinit la notion de paysage. Et je trouve que ça c'est extrêmement intéressant, à quel point le paysage devient un élément intégrateur de toute une série d'approches, et comment en même temps il est affectif, un paysage, c'est le nôtre, c'est celui qu'on regarde, et c'est un paysage avec sa dimension sociologique. Y a-t-il des paysages plus construit par l'homme que celui-là, je ne suis pas sûr. Et donc du coup, c'est extrêmement intéressant. Et ça nous incite à réfléchir à ce que pourrait être une portée internationale de ce qu'on a dit là. On a une expertise, on en a vu un certain nombre d'exemples. Je me permets d'ailleurs à cet endroit-là de faire un remerciement appuyé à la mission bassin minier, parce que je ne sais pas si vous mesurez à quel point, je pense que vous avez dû le comprendre, à quel point il y a de l'expertise et de l'ingénierie de très haut niveau, mais surtout à quel point il y a de l'engagement, parce que pour faire tout ça, c'est pas un long fleuve tranquille, croyez-moi. C'est quand même beaucoup d'obstacles, d'inertie des systèmes, d'incompréhension, voire de résistance, pour 1000 raisons qui ont été esquissées dans la journée. Et Catherine, je te le dis, pour toutes les équipes de la mission, Raphaël qui a été sur scène, Marie Patou qui a été sur scène, et toute l'équipe, Gilles Briand qui est de 4h du matin à 23h parce qu'il organise une course à pied pour faire regarder autrement le paysage, et que c'est le dernier à venir apporter le nécessaire pour le café, Virginie qui était avec nous. Bon, tous, il y a un engagement, et ça, moi je trouve que c'est intéressant parce que le bassin minier génère un effet là, quoi. C'est pas, d'ailleurs, même les architectes n'en sortent pas indemnes quand ils viennent là et qu'ils commencent à y travailler, ça les touche, quoi. Bon, et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, du coup, ça voudrait dire quoi quand on a une expertise, quand on a une incarnation d'une nouvelle représentation de ce qui peut faire patrimoine et transformation d'un territoire, et qu'on a du coup une légitimité là-dessus, eh bien, finalement, on incarne cette période de l'humanité qui a démarré, comme je le disais ce matin, aux grandes découvertes, la révolution industrielle, et qui, aujourd'hui, nous amène dans le monde du XXIe siècle en transition complète. C'est le solaire au pied des terris, hein. On a des magnifiques images de centrales solaires, et on dit le terri incarne la dette en charbon, et au pied, on a les énergies du XXIe siècle. Et on fait la synthèse et on fait la fusion de ça. Et bien, du coup, ça nous amène à développer un projet de voyage apprenant, à la demande notamment du ministère des Affaires étrangères, donc de la préfecture de région, parce qu'il y a un besoin d'une ingénierie et d'une offre au niveau mondial, des bassins miniers, des bassins miniers, pas seulement de charbon, qui vont fermer, il va en avoir partout dans le monde. À chaque fois, ce sont des déflagrations territoriales. Moi, j'en ai vu plein. J'ai vu la lignite en Allemagne de l'Est, j'ai vu en Afrique du Sud, j'ai vu au Brésil. Enfin, à chaque fois, on est sur des infrastructures monumentales avec d'énormes enjeux d'urbanisme, de transformation pour les populations. Eh bien, on a des choses à dire, et puisque derrière ce projet, il y avait une certaine dose d'inconscience et même de folie, pourquoi ne pas revendiquer que la France puisse présenter une offre à l'international de tourisme, de sens, de compréhension de ce qui se joue là, de médiation, d'interprétation. On l'a vu avec la Cité des électriciens, et alors là, on n'a pas les terris devant nous, mais si vous voyez avec un I, donc
au conditionnel, les Japonais, quand ils mettent les pieds sur un terri, c'est incroyable, ça les transcende, ils sont là. Ils ont sorti une écharpe que le Louvre, d'ailleurs, vend, une écharpe très, très classe, avec les 2 terris de Los Angeles, quand même. Ça touche mon petit cœur. Mais c'est très tendance, quoi. Le noir, c'est très tendance. Et donc on voit apparaître des choses comme ça qui étaient inimaginables il y a 20 ans. Des Japonais qui font une écharpe avec des terris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du décalage incroyable des représentations que ça peut faire pour les gens du territoire. Donc voilà, voyage apprenant, moi ça me paraît une piste intéressante pour l'avenir, pour travailler le changement des regards, pour travailler le changement des représentations, aider notre territoire à faire du développement là-dessus, mais aussi faire bénéficier ce qu'on a fait aujourd'hui d'un certain nombre d'enseignements de ces travaux. Voilà, alors je vous annonce que dans la continuité un peu à la demande du ministère de la Culture, se tiendront les 10 et 11 octobre pour les 50 ans de la Convention de l'UNESCO au Louvre-Lens, avec l'appui de Marie Lavandier, une rencontre exceptionnelle où nous espérons que Madame Azoulay sera présente avec nous, avec un certain nombre d'acteurs majeurs. Et c'est le ministère qui a porté cette initiative de regarder tous les enjeux entre transition, patrimoine mondial, 50 ans de convention, où on en est quoi, à l'échelle mondiale. On en a eu quelques esquisses ce matin par Madame l'ambassadrice. Bon voilà, donc je vous mets ça pour que ceux que ça intéresse bloquent dans leur agenda. Voilà, donc je conclus en vous disant merci. Merci de votre écoute, merci de votre bienveillance, parce que quand même, vous n'avez pas trop fait la gueule, je trouve. Vous étiez souriant, on ne vous a pas donné beaucoup la parole, ça je reconnais, je ne sais pas comment ça a été... bon, bref, on ne va pas épiloguer, mais c'est vrai que c'eût été intéressant qu'on puisse avoir du dialogue et des questions, mais en même temps, il y avait beaucoup de contenu, il y avait des intervenants de grande qualité, et voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Notre premier objectif, il y a 20 ans, puisque 10 ans d'inscription et 10 ans de construction du dossier, c'était de relever la tête. Eh bien, ce soir, grâce à vous, grâce à tout ce qui a été dit, pour moi, humble, je suis devenu maire, bon, après on a des destins, mais je suis un humble habitant du bassin minier. Eh bien, ce soir, grâce à vous tous, je relève la tête. Voilà, merci.